24 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour revoir l'Algérie sur la scène mondiale. Tout un peuple a attendu ce moment, un retour des ténèbres. L'Algérie retrouve sa place. Et quel retour! En 2010, l'Afrique du Sud accueille la première Coupe du Monde de l'histoire organisée sur le continent africain et les Fennecs sont là. Moi, j'ai grandi vraiment dans une famille avec une culture algérienne à 100%. Ce témoignage, et je le montrerai à mon père, qui le voit de son vivant, qu'Allah lui prête longue vie. Il y avait les équipements de suite de l'équipe de France et il avait enlevé le coq. Il avait enlevé le coq et il m'a dit c'est du football, il m'a dit on vient de la rue, on vient dans un environnement assez difficile, donc la Coupe du Monde c'est loin, mais après c'est vrai qu'une fois qu'on la goûte, c'est exceptionnel. Et ben nous, étant gamin, je veux dire, le rapport qu'on a avec l'équipe nationale d'Algérie, mondial 86, 82 contre l'Allemagne, 86 au Mexique. Donc tous ces joueurs qui nous ont bercés étant gamins, bien sûr que c'était des vedettes pour nous. D'avoir pu humblement, on va dire, amener une pierre à l'édifice de cette reconstruction, moi j'ai été, on va dire, un acteur parmi tant d'autres qui ont fait qu'on a réussi cet exploit. Et cet exploit, il n'est pas arrivé facilement. On a commencé à construire quelque chose en 2004 et on a récolté les fruits en 2009. التصفيات كانت صعبة وكنا نمر بمرحلة صعبة، حتى الكرة الجزائرية كانت تمر بفترة صعبة الحق. ما تأهلناش مرتين لكأس إفريقيا، مرينا بظروف صعبة. نتذكر في 2008 كنا متأهلين، كنا في المرتبة الأولى وفي آخر مباراة مع غينيا في 5 جويلية خسرنا تأهل. بعدها جاء طاقم فني جديد وحتى يعني في المرحلة هذيك نتذكر حتى القانون البهاماس اللي عملوا الحاج روراوة ربي يطول في عمره، وهذا يعني هذا الجيل جات مرحلة تنقل في نفس الوقت لازم تعمل نتيجة، وفي نفس الوقت حتى التصفيات صعبة، ليست نفس التصفيات اللي كانت من قبل. خرجنا من مجموعة اللي فيها السنغال وغامبيا ودخلنا في مجموعة ثانية اللي فيها مصر وزامبيا. مصر كانت ما بين المنتخبات اللي مسيطرة على إفريقيا، تقريبا 3 كؤوس إفريقية ما بين 2006 8 و10. زيد على هذيك إضافة على هذه زامبيا بعد سنتين من هذيك المجموعة فازوا بكأس إفريقيا 2012. يعني في مجموعة صعبة. Et je me souviens que forcément je suis nouveau, donc il y avait des journaux qui sont venus faire une interview et moi je parlais de l'objectif de se qualifier à la Coupe du Monde. Parce que moi j'avais que ça en tête, c'était mon rêve et je dis maintenant je suis là avec l'équipe nationale, qu'est-ce qui nous en empêche? Rien. Et je me souviens du journaliste à l'époque qui rigolait en disant on n'arrive pas à se qualifier à la Coupe d'Afrique, comment tu peux me parler de Coupe du Monde? Et je lui ai dit tu verras, on y arrivera. Et en fait l'avenir m'a donné raison. Premier groupe où on joue grande équipe du Sénégal, grande équipe du Sénégal avec des joueurs qui ont vécu de grandes choses pour leur pays. Donc mois de septembre, je crois que c'est le 5 ou le 8 septembre 2008. En gagnant ce match, on comprend qu'on est capable aussi, on est capable de rivaliser avec des grandes nations. On finit premier. Et deuxième phase, on rencontre l'Égypte, qui est double championne d'Afrique en titre, et où là, personne, logiquement, personne mise sur nous, parce que tout le monde se dit, on va dire les connaisseurs se disent, l'Égypte est double championne d'Afrique en titre, c'est elle qui va se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc on fait notre premier match contre le Rwanda, on fait 0-0. C'est le jour où Samir dit à Halij qu'il n'avait pas joué, et il se déchire le pied, 4 ou 5 points de suture, Samuel Zaou. Du coup, c'est lui qui est monté en tribune. Mais non, bien sûr, je me souviens de ce match parce que quelques minutes avant le match, il faisait très chaud, très lourd. Et quelques minutes avant le match, il y a eu une pluie diluvienne. Donc moi qui connaissais
pas trop l'Afrique, même si je l'avais un peu côtoyé avec Sétif. Je me suis dit, ah, ça tombe bien, ça va nous permettre de jouer dans des conditions, on va dire, un peu plus rafraîchissantes. Et ça a été tout l'effet contraire. C'est-à-dire qu'il a plu pendant 10 minutes à fond. 10 minutes après, tout était sec, mais toute la vapeur est remontée, toute l'humidité, c'était catastrophique. Et le lendemain, je me souviens, parce qu'on avait regardé le match, on était déçus de ces résultats, et on avait regardé le match Zambie-Égypte en Égypte, au Caire, et ils se sont fait accrocher. Donc les deux équipes avaient commencé leur premier match par un match nul. On était arrivé la veille du match, on avait dormi dans la caserne militaire à Blida, la veille du match. Donc on avait dormi là, on a quitté la caserne militaire avec les youyou avant d'aller au match. Il y avait plein de photos des martyrs, des gens ce qu'ils avaient représenté pour la guerre de libération nationale. Donc on a dormi dans un contexte qui préparait on va dire, à l'intensité, pour rester football, parce que ça reste du football, hein, qui préparait à l'intensité de ce que représentait ce match-là, mais aussi à ce que représentait notre histoire dans l'adversité. Donc c'était important aussi le parallèle. Ça reste que du foot, mais voilà ce que ça peut représenter pour notre pays. Le match de l'Égypte à Blida, le fameux 3-1, qui là nous a vraiment donné de la force, nous a donné de l'envie d'aller au bout. Parce que si tu te souviens, après ce match contre l'Égypte, on va gagner en Zambie. Et là, on met une grosse pression à l'Égypte. Et je pense que là, nous-mêmes, on s'est dit on ne peut pas louper la qualification. Contre l'Égypte, le truc, c'est que la première mi-temps, moi, je joue dans l'axe, je joue en numéro 10. Et Karim Ziani, il est à droite. Et c'est pas huilé comme on s'entraînait à l'entraînement et tout. Et Karim Ziani, il vient me voir et il me dit va toi à droite et moi, je vais dans l'axe. Je pense que c'est mieux. Je dis ok, d'accord. À la mi-temps, on en parle aussi avec le coach, avec Saadel. On dit ouais, voilà, on a alterné. Le coach, il nous dit oui, allez-y, je vous fais confiance, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que se passe le but en fait, parce que c'est Karim Ziani qui rentre dans l'axe, qui fixe, qui me la met sur le côté, moi à droite, et puis je rentre et je tire. مباراة مصر كانت مباراة يعني أرض الاعتبار، مباراة أعطتنا شوية ثقة، ولكن مباراة التحول هي مباراة زامبيا ذهاب وإياب. احنا الحلم بدا يكبر مع مرور المباريات، الحلم بدا يكبر مع المجموعة وبعض اللاعبين اللي زادوا دخلوا في المجموعة أمثال يعني مقني يبدا اللي كانت يعني قانون يعني الباهاماس اللي خدم هذو اللاعبين وخدم كل منتخبات ليس إلا الجزائر. Donc il nous demandait si cette loi passait, est-ce que je serais disponible pour l'équipe nationale d'Algérie. Et je lui ai dit que c'était un rêve, donc que je serais présent avec un grand plaisir. قلنا أهم شيء ما نتقبلش هذا أهداف في بداية المباراة. Je ne savais pas qu'on allait prendre un but au bout d'une minute de jeu. Mais on avait hâte de commencer parce qu'on avait des choses à régler avec eux. Toute l'équipe avait vraiment envie de rentrer dans le match et duel. Et Ahmed Hassan, capitaine emblématique de l'équipe nationale d'Égypte, très provocateur. Il parle beaucoup, provoque avec la bouche. Donc envie de lui faire sentir qu'on est là derrière et qu'on n'allait pas le louper. Mais c'était super joueur, hein. Mais c'était un brin provocateur. Il arrivait à faire sortir les joueurs du match. Donc on est resté nous lucides, on est resté concentrés. Et à chacun de nos tours, on lui glissait une petite semelle. Le stade est bouillant et tu as des occasions pour revenir au score. Puis tu prends ce deuxième à la 96e ou la 95e minute. Et celui-là, sincèrement, moi, à niveau personnel, il m'a scié les jambes, hein. Puis on va dire on sauve les meubles à la fin et on se dit ok voilà au Soudan sur terrain neutre ça serait une autre histoire. Ah, j'étais rasé à cette époque. J'avais rasé mes cheveux pour aller à la guerre. On sentait l'engouement qu'il y avait derrière, on sentait la ferveur du public.
On a vu ce que le président avait fait pour nous. Il avait envoyé énormément de supporters nous soutenir, donc on se devait de rendre l'appareil au peuple algérien. ضرب الوسط من حسن يبدا يوصلها مباشره لمقني ترجع لكريم زياني يرفعها من هناك هيله من كريم زياني صعبه هيله ممتازه ولا لا يا بابا يا بابا الله 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 جول جول الله اكبر واي هدف يا سلام على عنتر يحيى اجمل هدف في العالم هذا هو اجمل هدف في العالم واحلاه جول يا سلام يا سلام على هذا الهدف. Ça part d'un coup de pied arrêté où on le joue rapidement et moi je reste en attaque. Connaissant Karim et sachant aussi qu'il peut mettre le ballon à l'opposé, donc je me fais un peu oublier et Kader Ghezal, là il joue un rôle très important parce que quand le ballon arrive, il va au duel et ça c'est une fraction de seconde et moi je lui dis laisse-la. Je dis laisse-la. Et quand il m'entend laisse-la, il bloque le défenseur. Et quand c'est en bloquant le défenseur que le ballon se retrouve devant moi. التأهل إلى كأس العالم شيء آخر مختلف. حتى ولو تتأهل كأس أفريقيا تفوز بكأس الفوز أو التأهل إلى كأس العالم بالنسبة لي شيء آخر. Mais oui, c'est une fierté. Après 24 ans, de revenir à Alger avec tout le peuple qui nous attend, c'est inoubliable. Je ne me rappelle plus, je sais que c'est Kamel Gilas qui l'a gardé pendant 24 heures. Comme si c'était... mais oui, bien sûr, je me rappelle. Écoute, la clé du succès, c'était l'équipe. C'était l'équipe, l'état d'esprit. On avait un groupe extraordinaire. On pouvait mourir pour l'autre, on pouvait mourir pour le pays. On était vraiment des kamikazes. On était prêts à tout pour se qualifier et rendre le peuple heureux. Et on était toujours ensemble en fait, c'était ça la clé. On était toujours ensemble. بعد 24 سنة تكون يعني ما بين اللاعبين اللي ساهموا في التأهل لكأس العالم حقيقة تبقى فخر ليا وفخر للعائلة تاعي وفخر لكل جزائري. بكاتني أنا ذاك يعني تحكي مع يماك ويماك بالدموع والعائلة كل يعني أكيد يعني كل جزائري كاين اللي بكى كاين اللي لكن عندما تكلم يماك تقول لك راك وليد يعني راضي عليك هذيك هي تكفيك. C'est un retour en compétition 24 ans après. La qualification, c'est presque déjà une victoire, c'est-à-dire ils ont célébré la qualification comme s'ils avaient déjà atteint leur objectif. Je suis l'un des rares joueurs à avoir raté aucun match. بين اللي شاركوا في التصفيات وشاركوا معنا خرجوا من القائمة. لا بالنسبة لي هذا يبقى خيار مدرب، كل مدرب عنده عقلية. Il y a une petite cassure avant la Coupe du Monde qui est un peu dommage parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés, qui faisaient partie intégrante du groupe et de la famille. Notre force, c'était le quotidien, c'était ces petits moments qu'on passait en dehors du terrain. Le terrain n'était qu'une conséquence. Quand on arrivait sur le terrain, c'était rodé, mais il nous fallait tous ces repères-là avant et c'est ce qui était un peu dommage, quoi. Le poids des choix de la décision de Rabassadan de nous sélectionner. J'ai compris les choses après. J'ai compris les choses 2 ou 3 ans après. Quand justement, nous, on a entamé les qualifications pour la Coupe du Monde 2014, qu'on s'est qualifié pour le Brésil en 2014, que j'ai participé moi personnellement à l'intégralité des 8 matchs qualificatifs pour le mondial. Et là, je suis revenu 3 ans, 4 ans en arrière, je me suis dit, Karl, tu te rends compte? Imagine-toi, dans 6 mois, le sélectionneur ne te prend pas. Et là, j'ai pensé à Zawi, j'ai pensé à Slimane Raou, j'ai pensé à tous ces joueurs-là qui avaient fait les qualifs de la Coupe du Monde 2010 et à qui, au dernier moment, on leur a dit bah non, on ne partez pas en Afrique du Sud parce qu'on vient chercher 7 nouveaux joueurs. Je peux vous les citer. Hein. Il y avait Raïs Mboli, il y avait Jamel Mesbah, il y avait Adlen Guedjoura, il y avait Fouad Kadir, il y avait Habib Belaïd, il y avait Riyad Boudebouz et il y avait moi.
c'est les joueurs qui sont arrivés directement en Coupe du Monde. Et après, le calcul, il est simple. Vous prenez chaque joueur, vous regardez le nombre de matchs qu'il a fait en équipe nationale, le nombre d'années qu'il a duré en équipe nationale. Et après, on fait les comptes et on regarde si c'était un bon choix ou pas un bon choix. Je pense que la Coupe du Monde, ils sont arrivés dans un état d'esprit, moi c'est ce que j'ai ressenti, hein. Il ne faut pas qu'on soit ridicule. Parce qu'on avait eu un match à domicile contre la Serbie, on avait pris 3-0. Et je pense que ça a un peu fait peur à tout le monde. Et donc, à mon avis, à ce moment-là, l'idée, c'était, à la différence peut-être de 82 ou 86, où c'était une équipe en confiance, c'était surtout essayer de limiter la casse presque, de ne pas être ridicule, quoi. Oui, non, clairement, on doit le gagner ce match. On a trop respecté la Coupe du Monde. Beaucoup de regrets pour ce premier match parce que je pense que si c'était à refaire, on l'aurait joué différemment, avec moins de stress, moins de pression. Et avec tout le respect que j'ai pour la Slovénie, on aurait dû l'aborder d'une façon différente. Mais c'est surtout quand je dis une façon différente, c'est point fort, point faible, et ne pas lui donner une dimension plus importante que ce qu'il ne représentait. On prend un but un petit peu, un but casquette. Je pense que ça faisait longtemps qu'on rêvait, en fait depuis tout petit, on rêve de jouer une Coupe du Monde. Et là, on va jouer cette Coupe du Monde et on a un petit peu cette hantise de passer à côté. Et donc, on respecte trop cette équipe de Slovénie alors que je pense qu'on était vraiment supérieur. دخل غازال بعد 5 دقائق خرج غازال ببطاقة حمراء وبعد دخلت أنا كمهاجم تولي تلعب تقريبا 4-4-1 صعب اللعب ولكن رغم هذا حاولنا نعطي الأفضل من اللي عندنا باش نمثل الجزائر أفضل تمثيل. لا ننسى أيضا الهدف اللي تقبلناه كنا يعني مسيطرين في الشوط الأول كنا أفضل من حيث اللعب ولكن Je crois qu'on n'a pas beaucoup d'actions contre la Slovénie. Il y a un coup franc de Belhadj et puis il y a cette erreur de main de Fawzi Chaouchi qui avait été héroïque contre l'Égypte, mais pour le coup qui a été un peu fautif sur ce match-là. Mais la Coupe du Monde 2010, l'Algérie devait faire mieux. Quand vous tombez dans un groupe avec la Slovénie, les États-Unis et l'Angleterre, votre objectif c'est de prendre 4 points, peut-être 5, en arrivant à ce qu'ils ont réussi à faire, à savoir accrocher l'Angleterre. Ils devaient être en capacité à battre la Slovénie. Le premier match, on le joue, je ne me rappelle plus dans quelle ville, dans un petit stade. Le terrain, c'était synthé, herbe synthé. Les ballons, c'était les ballons Jabulani, là, c'était des ballons qui flottaient, c'est-à-dire qu'on faisait une transversale et le ballon, il pouvait flotter. Donc même pour un contrôle, lorsque le ballon venait de loin, la trajectoire, elle était difficile à juger. Et on jouait sur ces terrains qui étaient synthétiques et avec un petit peu d'herbe. Donc ça fait que le ballon, il fusait, c'était désagréable. Le terrain était tout petit, il y avait beaucoup de vent contre la Slovénie, donc les conditions n'étaient pas bonnes du tout pour jouer, hein. Et ensuite, sur le deuxième match contre l'Angleterre à Cape Town, oui, 60 000 personnes, un stade bien rempli, une pelouse parfaite, notre public présent. Et on joue le soir et on fait un super match. Ouais, je pense que les joueurs aussi, à un moment donné, se sont dit hey, maintenant, ça y est, on est en Coupe du Monde, il faut qu'on joue décomplexé. On joue contre une grande équipe. Il y a eu quelques choix de coach aussi. Je me rappelle que Riyad Boudebouz avait joué titulaire ce match-là. À un moment donné aussi, vous prenez conscience que ça y est, vous êtes dans la compétition et il faut la jouer. C'était un grand match qui aurait pu basculer parce que l'homme Raïs, il n'a jamais déçu en équipe nationale. Quand on parle déjà de Raïs Mbolhi, on est obligé de rendre hommage à Lounès Gawawi, qui avait fait une partie des qualifications, à Fawzi, qui a participé à ce match historique, où sans lui, on n'a pas ce résultat-là. Donc, et puis à Raïs, qui débute son aventure internationale. Je l'avais souvent à côté de moi pendant l'hymne national, donc je sais combien c'était important pour lui. Et il a montré tout de suite, qui lui permettrait à ce poste-là d'avoir la longévité qu'il a pu avoir. Raïs 2010, c'est quelqu'un qui ne parle pas, c'est quelqu'un qui fait son boulot, qui rigole avec tout le monde. Mais tu ne peux pas arriver à parler, c'est pas possible. À l'époque, il y avait des mecs qui étaient en place pour parler. Il y avait Yazid Mansouri, qui était le capitaine de l'équipe, même si
Il n'était pas titulaire sur cette Coupe du Monde 2010. Il y avait Antar, il y avait Majid, il y avait Rafik Saifi et Karim Ziani. Les leaders, ils étaient là. C'est eux qui tenaient l'équipe. Nous, les jeunes, on était là, on écoutait. On n'est jamais mieux que quand on est dos au mur, hein. Peu importe l'adversaire. Donc là, on sait que ce match-là, pour espérer passer au deuxième tour, il faut gagner. On fait 0-0, mais avec un match très très solide. On savait qu'on jouait contre l'Angleterre, mais au lieu de les respecter et de perdre, autant se donner à fond et essayer de gagner ce match contre l'Angleterre. Mais ouais, moi j'ai pris beaucoup de plaisir parce que j'ai décidé de jouer ce match sans pression, d'être beaucoup offensif et puis de faire mon rôle aussi défensivement. الانجليز كانوا قويين، كانوا يعني عندهم فريق قوي، رغم هذا الجانب الدفاعي كنا افضل، لان حتى البلوك تاعنا كان مباراة قوية، كنا قادرين نسجل، ولكن حتى 0-0 كانت مباراة محترمة. Nous, on était 3 défenseurs et on savait qu'on allait avoir Rooney dans notre zone, on savait qu'on allait avoir Eski dans notre zone et puis Crouch qui pouvait rentrer aussi. Donc c'est d'être fort dans le duel et de gagner son rapport de force. Là c'est Rooney, hop, je passe dessus. Ah ouais. Quand il me tire le maillot. D'ailleurs, je le remercie pour la photo. Dans ce match, peut-être le petit pont à Gérard, à Steven Gerrard. Le petit pont de Yebda, au départ sur Gerrard ou Lampard. Il met un petit pont, et Hassan Yebda. Ça j'ai pas oublié. Je pense que le coach, il avait cette idée de bien défendre et de jouer en contre-attaque et que Karim puisse prendre la profondeur. Alors que Rafik Djibour, c'était plus un point d'appui et un buteur. Donc je pense que le coach aussi, a décidé de mettre Karim par rapport à ça. On a joué en 3-6-1, j'ai cru que c'était l'Atlético Madrid de Diego Simeone avec une seule pointe. Et c'est vrai que Matmour, qui est un joueur qui a du gaz, qui a de la profondeur, sur ce match-là, il a été héroïque parce qu'il a souffert pour l'équipe. Et il a dû toucher 4-5 ballons, quoi. Enfin, j'exagère, mais on ne l'a pas vu, quoi. Donc on a joué pour ne pas perdre et on a arraché ce match nul, quoi. Ouais, j'avais un rôle pas facile ce match-là, d'être tout seul devant et de faire en sorte de garder le ballon quand on était sous pression pour que le bloc puisse remonter. Donc je me retrouvais souvent seul face à plusieurs. On a fait match nul, c'est un beau match. Mais même encore après coup, on se dit mais il y avait de la place pour plus. On a eu, je parle pour ma part, mais je pense qu'on a eu plus peur de jouer contre la Slovénie que de jouer contre l'Angleterre. Physiquement, franchement, on a beaucoup souffert parce que les États-Unis étaient au-dessus de nous et on l'a ressenti pendant le match. بدينا بطريقة مع مرور الوقت كنا دخلنا مهاجمين، دخلت أنا لعبنا مهاجمين 2 أو 3. ثم في نهاية المباراة تقريبا في الربع ساعة الأخير أصبحت مباراة مفتوحة من الجانبين. On a besoin de gagner 2-0 pour se qualifier. Donc on commence bien le match. Je pense qu'on rentre bien dans le match. Et la physionomie du match. ضيعنا ممكن الرأسية اللي الكرة ما كانت قوية كنت قادر لو سجلت الرأسية هذيك كانت تختلف الأمور، كانت معك 1-0 مرتدة في نفس الوقت سجلوا علينا. Et maintenant, c'est pas les attaquants qui n'ont pas marqué ou les défenseurs qui ont fait en sorte de ne pas encaisser. C'est que là, notre retour, on va dire, sur la scène internationale s'est fait de façon assez timide. Donc de toute ma famille, ils sont de Alger, Al-Kharach, la Vigérie, Belfort. Donc moi c'est mon quartier là-bas et c'est là-bas que je me rends quand je vais sur Alger. Et c'est une grande fierté, j'ai été voir plusieurs fois Al-Kharach jouer. Vous êtes supporter d'Al-Kharach? Bah oui, bien sûr, j'ai ma chanson et tout ça là-bas. C'est quoi la chanson? Medjani Harachi. Ah ouais. La première fois que j'y suis allé, en plus, c'était un match contre Schleff. Bon, on avait perdu 2-0, mais Soudani avait marqué un doublé. Et à chaque fois que je le revois ou qu'on se parle au téléphone, il m'en reparle et il me chante la chanson, moi je lui chante la sienne. Et ouais, c'est... Allahu Akbar, il est Soudani, Allahu Akbar, il est Soudani.
Ou les supporters de l'équipe nationale, Soudani, oh, oh, Soudani, oh. Et à chaque fois qu'on s'appelle, on commence comme ça. Medjani, ben c'est la même. Medjani, oh, oh. Ça, c'était celle à Blida. Mais bon, on a quand même plus entendu celle de Soudani que celle de Medjani. C'est normal, il a marqué beaucoup plus de buts que moi. Alors c'est sûr que quand tu es entraîneur de l'équipe d'Algérie ou sélectionneur de l'équipe d'Algérie, il faut dompter l'environnement extérieur parce qu'il y a tellement de passion, tellement de pression. Si tu es sélectionneur du Danemark ou sélectionneur d'Algérie, c'est pas le même métier. Hein. En termes de pression, c'est vrai que c'est très très chaud. Et il faut arriver à gérer l'environnement médiatique aussi, qui est pas toujours simple. Mais c'est aussi ce qui fait le charme de l'Algérie, quoi. C'est-à-dire c'est un pays qui est fou de foot et les Algériens adorent leur équipe parce que c'est aussi l'histoire, c'est lié à l'histoire du pays, quoi. Il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de joueurs qu'on n'a pas voulu garder parce que Vaïd voulait des joueurs un peu plus jeunes que certains joueurs qui ont dépassé 32, 33 ans. Je pense que ça a été une compétition qui a servi pour les 4 ans qui ont suivi 2010. C'est-à-dire que ça a été le premier pas vers le succès de 2014. Très compliqué ce premier contact avec le coach parce qu'on est à Marc aussi, je me rappelle pour le premier rassemblement. Et il est venu en fait, il est venu à l'armée. Voilà, donc en fait lorsqu'il nous parlait c'était... Courir? Non, au-delà de ça, au-delà de courir. Oui, il y avait courir, mais ça peut se comprendre parce qu'on est des joueurs de foot, donc il faut bien courir, il faut bien se préparer. Mais au-delà de ça, c'était plus un état d'esprit. Il voulait qu'on l'écoute. Il voulait qu'on obéisse à ses ordres. Et ça peut se comprendre, parce que je pense qu'on avait aussi besoin de ça. On avait besoin d'un cadre dans lequel il fallait nous mettre. On nous a opposés, les binationaux, des joueurs locaux. Ouais, il y a des clans. Ouais, les binationaux, vous êtes à part, les locaux sont à part. C'était fou. L'ambiance, elle n'a jamais été aussi bonne qu'entre 2013 et 2015. Jamais été aussi bonne. Locaux, binationaux, on faisait qu'un. On partait en vacances ensemble. Ouais, on partait en vacances ensemble. Ouais, bien sûr. Le soir de après chaque entraînement, on se regrouperait dans une chambre. On avait une chambre qu'on avait surnommée le cabaret. On jouait tournoi de PlayStation, on jouait aux cartes, on racontait des histoires, des expériences des uns des autres. Avec Vaïd, on avait dealé que quand on venait à Sidi Moussa sur la période de juin, on enchaînait en général pendant un mois de stage 3 ou 4 matchs. On faisait le match du week-end. Si on gagnait, on avait 1 jour et demi de repos et on allait tous à l'hôtel Sheraton pour décompresser un petit peu, pour rester entre nous et pour voir autre chose que Sidi Moussa. C'était une deuxième phase de ma carrière internationale où j'avais un rôle complètement différent, de joueur expérimenté, de leader, de capitaine. C'était à moi aussi d'être exemplaire, d'accompagner la nouvelle génération et puis après de partir aussi avec fierté d'avoir fait mon boulot. Parce que le football aussi, c'est pas que jouer, il sait aussi transmettre des choses. Et c'est ce que j'ai pu faire. Et puis, mais ouais, ce rôle-là m'a beaucoup plu et j'ai réussi à le gérer. C'est pas le même folklore, c'est pas la même dynamique. C'est-à-dire que quand on joue en Algérie, on a un stade plein, des supporters, etc., des chants, des critiques, positives, négatives. Ça fait partie du football. Personnellement, j'ai jamais perdu à Blida. Quand vous allez en Afrique noire, c'est différent. C'est une festivité qui est différente. Il y a l'armée, il y a les fanfares, les tambours. Ils rythment le match. Le match est rythmé avec les tambours.
Et c'est pour ça qu'elle est tambour dans les stades africains, c'est que quand l'intensité du match diminue, boum, 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 il relance le rythme du match avec les danses, avec les chants et avec les groupes de musique et les tambours. Donc c'est deux atmosphères qui sont complètement différentes. Burkina qui 6 mois avant était finaliste de la CAN, qui perd contre la Zambie, d'Hervé Renard. Donc on prend la Burkina au sérieux et Burkina sont au sommet de leur forme à cette époque-là. Vaïd, il savait que s'il avait besoin de moi défenseur central, je jouais défenseur central. S'il avait besoin de moi sentinelle, je jouais sentinelle. D'ailleurs, le match barrage aller-retour contre le Burkina, je joue sentinelle au Burkina et je joue défenseur central à Blida contre le Burkina, à 1 mois d'intervalle. Le match aller est très compliqué, avec un problème d'arbitrage aussi un peu litigieux, on va dire, où on perd 3-2. On se fait voler. Donc ça a été vécu comme une grosse injustice. Match retour à domicile, il y avait encore le but qui compte au double, donc 1-0 nous suffisait dans nos calculs. Mais on avait la pression parce que c'était chez nous et il fallait gagner. Un grand public derrière nous, le stade était plein. Il était plein à 10h du matin alors qu'on jouait le soir à 20h30. Les supporters avaient planté des tentes et couché depuis 3 jours sur le parking de Blida pour pouvoir avoir les meilleures places. Et puis ce but qui est un peu spécial. Majid qui marque sans le vouloir. T'as Fawzi Goulem qui fait un coup franc, je vois la balle rebondir, je la laisse passer, hop, je la vois devant le gardien et j'essaie de faire un petit piqué. Je vois le gardien qui la passe derrière comme ça. Donc, je veux passer devant, le défenseur il la dégage, elle tape ma tête, elle rentre. Je pense, ouais, moi je l'ai vécu de cette manière-là. C'est-à-dire que j'étais très content, j'étais fier, etc. Mais je l'avais déjà fait, quoi. On s'était déjà qualifié pour une Coupe du Monde auparavant. Et là, c'était une deuxième Coupe du Monde. Bien sûr, on était très heureux. Hein. Mais ça faisait 2 qualifications d'affilée, on était fiers de nous et ça s'était bien passé. On va dire 2 qualifications de Coupe du Monde où que 2 défenseurs marquent, c'était un peu rigolo quand même. Et juste après, je me rappelle, après le match dans le bus, je disais à Vaïd, je disais, t'as voulu me virer, hein, parce que je joue au Qatar. Je dirais, c'est moi qui t'a qualifié. Ouais. Et il rigolait. Non, j'ai beaucoup travaillé, vraiment, vraiment. Parce que je faisais des doubles séances à chaque fois, entre guillemets. J'avais un régime strict de Vaïd. Donc je me suis vraiment sacrifié pour rester en équipe nationale. Parce que je le voulais. Et puis, alhamdoulilah, ça a payé. Comme quoi le travail paye toujours. Et se qualifier au Brésil, c'était aussi magique. Il y a une vidéo qui tourne sur Internet où on me voit pleurer après le match du Burkina. Je regarde la tribune officielle de Blida et je cherche mon père. Et là, en fait, moi, à ce moment-là, en fait, je viens valider tous les choix que j'ai faits. Je viens valider mon arrivée depuis 4 ans en équipe nationale. Et je viens faire taire tous les journalistes qui m'ont critiqué, qui ont parlé sur mes tatouages, qui ont parlé sur mon... Ouais, ça fait mal, bien sûr que ça fait mal. Ça fait mal parce que c'était injuste. Moi, on m'a demandé de changer mon prénom. On m'a demandé de ne pas me faire appeler Karl. Tout ça, je me suis nourri de toutes ces critiques pour au final, à ce moment-là, obtenir cette qualif pour le mondial. Je suis le seul joueur à avoir fait les 8 matchs qualificatifs dans leur intégralité, titulaire. Donc pour moi, là, c'était une récompense. Et c'était le sentiment du devoir accompli. J'avais répondu présent, j'avais rempli mes objectifs,
J'avais rendu fier mon père, je m'étais rendu fier moi-même. Et surtout, c'était une aventure collective. Moi, je me blesse encore. Je me blesse. J'ai une micro-déchirure au mollet. Donc Vaïd me dit, écoute, je dois faire ma liste. Il devait faire sa liste le soir, mais j'étais blessé. Donc il m'a dit, il a convoqué tout le staff. Il a convoqué le médecin, il a convoqué les kinés, etc. J'ai été passé une IRM, donc j'avais une micro-déchirure. Et il leur a demandé qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il peut être apte à jouer la Coupe du Monde? Et là, ils lui ont dit oui, on pense que ça devrait aller. Et Vaïd m'a dit écoute, je te prends, même si tu es blessé, au détriment d'un autre joueur. Je ne vais pas donner son nom, mais je te prends quand même. Et par contre, il faudra que tu joues au moins 20 minutes contre... Il y avait l'Arménie et la Roumanie. Yebda, il n'était pas à 100%. C'est pour ça que voilà, il n'a pas tellement joué, parce que Yebda, s'il était à 100%, il aurait joué, ça c'est sûr. Yebda, c'était un joueur qui était important dans notre système de jeu, qui était un milieu de terrain créateur et récupérateur en même temps. C'était un joueur qui était très complet. Après, je pense qu'il avait un petit problème à la cheville et bon, il a surtout voulu être dans l'effectif pour participer à une Coupe du Monde. Mais il y a un joueur comme Guédioura qui en a fait les frais. Ben oui, Vaïd me dit va le chercher dans la chambre et on va lui dire qu'il repart chez lui. Et donc je suis parti dans sa chambre et j'ai frappé à la porte. Et quand j'ouvre la porte, il m'a dit oui, j'ai compris. Donc 2 heures après, il a pris un taxi et il est rentré chez lui et il ne faisait pas partie de la liste et c'est Yebda qui a été maintenu. Alors déjà, c'est très très important pour un joueur de jouer une Coupe du Monde, mais pour moi ça l'était encore plus parce que c'était 2014, j'arrivais en fin de contrat avec Udinese et j'avais 30 ans, donc je pense que j'étais vraiment sur la fin de ma carrière et il fallait vraiment que je participe à ce mondial. Riyad, quelqu'un de très marrant. Mais on voyait déjà en 2014 qu'il avait énormément de qualité. Et il me disait, j'ai des ambitions, t'as mal à la tête. En gros, j'ai des ambitions, tellement elles sont grosses, ça te donnerait mal à la tête. Il est venu en Coupe du Monde directement. C'est-à-dire que lui, il est arrivé en équipe nationale. Ça faisait déjà 10 ans qu'il était là. Mais dès les matchs amicaux, je me rappelle, je crois que c'était contre l'Arménie, on a senti un joueur talentueux. Il a mis tout le monde d'accord. Et voilà, c'est bien. Mais c'est bien. Bon, il y a un côté où il y a beaucoup de déçus, mais il y a un côté aussi où ça nous permet aussi de découvrir des joueurs qui vont rester sur du long terme. Et c'est la dureté du football. L'entraîneur a des choix à faire. Ça peut faire mal comme ça peut rendre des gens heureux, mais ça fait partie du monde du football. Et je pense que même si on n'est pas prêt d'être déçu de ne pas aller en Coupe du Monde, on est obligé de le digérer parce que ça fait partie du métier. Premier jour où on arrive au Brésil, premier entraînement et je reçois une semelle de Nabil Bentaleb, même si pour lui c'était pas fait exprès. Hein. Il est venu, il voulait prendre le ballon, malheureusement il a pris ma cheville. Donc ça faisait 10 jours sans m'entraîner, tout en sachant qu'avant j'étais resté 4-5 jours à cause de mon mollet sans m'entraîner, ça faisait déjà 2 semaines. Et on arrivait, il y avait le match de la Belgique qui arrivait. Donc compliqué pour le coach de me faire commencer. Vaïd, c'était un gros bosseur, très très gros bosseur. Tous les matchs étaient préparés. Ouais, la préparation physique, ouais. Il y avait Cyril Moine, avec lui, son adjoint. Si t'étais pas affûté, si t'étais pas prêt physiquement, tu pouvais pas jouer. Bah nous, avec ce qu'il montrait à l'entraînement, on se doutait qu'il allait jouer. Hein. De ce qu'il montrait à l'entraînement et non pas que techniquement. Mais je pense que c'était un des joueurs qui avait le plus de cardio dans l'équipe, hein, qui courait le plus. Et Vaïd, il aimait ça. Donc et le talent et le fait qu'il soit
qu'il ait un cardio de fou, franchement, c'est rare. Ouais, je pense que c'était un meilleur match que le premier match de la Coupe du Monde 2010. Voilà, c'était important aussi de transmettre aussi notre expérience là, surtout de jouer le match sans pression dès le début, de ne pas avoir de regrets, ce qu'on a eu en 2010. Déçu, dégoûté de ne pas avoir pu jouer de mes coéquipiers. Après, je me rappelle qu'il y avait Anthony Van Den Borre, c'était un collègue à moi qui jouait à Portsmouth avec Nadir et moi. Et avant le match, il me dit bah, tu vas jouer là. Je lui dis non. Je lui dis hier soir je me suis fait mal. Il me dit ah non, parce que le coach Wilmots, il a mis votre équipe et il t'a mis dedans, donc normalement tu dois jouer, quoi. Après je dis non, je suis blessé, je ne vais pas jouer. Faute sur Sofiane, centre de Fawzi Goulam. Et Sofiane, il va directement chercher le ballon. Il sait que c'est lui qui va tirer. C'était le premier tir? Ouais. Impossible, c'est pas... Si c'est pas lui qui est désigné pour tirer, il aurait jamais tiré. Ah ouais, il aurait jamais laissé passer quelqu'un qui prend le ballon à la place de Sofiane, impossible. Voilà, on gagne à 0, après on perd. Bon, si à la VAR aujourd'hui le deuxième but n'aurait pas été accordé, c'est Fellaini qui tire le maillot de Halli, si je ne me trompe pas. Et on sent que l'équipe elle est bien préparée, elle est plutôt en bloc bas, et elle essaye d'aller très vite sur les côtés. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il y avait Fegouli d'un côté, mais Vaïd avait titularisé Riyad Mahrez du côté de l'Algérie, quoi. Donc c'est un match où malheureusement c'est le banc de la Belgique qui a fait la différence en deuxième mi-temps et on perd d'un rien, mais on aurait pu clairement les accrocher, quoi, les Belges. Notre football, ce qui avait fait notre force lors des qualifs, etc., c'était d'avoir la possession et c'était de jouer en transition rapide. C'est ce qu'on s'est dit le soir et le lendemain, en débrief avec le coach, etc. On est des joueurs rapides, on a des joueurs de ballon, on a des joueurs qui sont capables d'éliminer en 1 contre 1, etc. Entre nous, avant le match de la Corée, on s'est dit les gars, aujourd'hui, de toute façon c'est simple, on est dos au mur. Soit on veut continuer à exister dans cette poule, et il faut qu'on gagne, soit si on perd, ça y est, la Coupe du Monde, elle s'arrête. C'est-à-dire que c'est le football algérien, c'est-à-dire que je me souviens qu'à l'époque, les Algériens militaient pour qu'on passe en 4-2-3-1, parce qu'ils voulaient plus d'offensif, ils disaient Alilou attaque, Alilou Dzik attaque. Le but dans un match de Coupe du Monde, c'est assez rare, donc on avait fait cet exploit-là quand même, tout en faisant un très bon match. Et donc non, je pense qu'on était assez confiants. Ouais, là c'est le but d'Islem sur une passe de Carmen Gianni. D'ailleurs là aussi Islem c'était ça. C'était la révélation, ouais, bien sûr. Tout le monde pense que, ou beaucoup du moins l'ont pensé, que j'ai dégagé la balle et que ça a fait une passe décisive. Mais non, ça c'est un schéma qu'on avait travaillé avec Vaïd sur un appui, un soutien et un troisième en profondeur. C'est pas du hasard du tout. Précision de la passe, forcément le timing de la passe, la course, il fallait que les joueurs aussi fassent les bonnes courses. Et un Islam Simali par exemple, dans ce qu'on lui demandait, de ce que le coach lui demandait, il devait faire plus de 50 sprints à haute intensité dans le match. Répéter les efforts, répéter les efforts, répéter les efforts. Voilà, on a Halish aussi qui était là en 2010, très beau but de la tête. Et on a Djabou aussi qui n'était pas titulaire pendant les qualifications, mais pareil, Vaïd était derrière lui. Il y a ce but là en 1-2 avec Fegouli et Brahimi, là tu retrouves l'Algérie de 82. Quoi. Ce but, c'est un but que l'Algérie aurait pu marquer en 82. Voilà. Por favor, levantem-se para o hino nacional da Argélia.
puis il y a ce match contre la Russie, quoi, hyper tendu, parce que l'Algérie elle a rendez-vous avec l'histoire à ce moment-là. En 82, elle aurait dû être qualifiée au prochain tour et on sait ce qui s'est passé. Match très stressant. Pour tout le monde, moi j'étais sur le banc à ce moment-là. On démarre mal le match, on prend un but de la tête, d'entrée. Vous savez, quand on est en Algérie, on nous dit souvent les hommes. Et ça, c'était un match d'hommes. Beaucoup de duels, beaucoup d'agressivité, on n'a rien lâché. D'ailleurs, j'ai une séquence contre la Russie où je crois j'enchaîne 3, 4, 5 têtes de suite. Le ballon il vient, boum, il revient, boum, il revient, boum. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Sofiane Feghouli, il a joué tout le match avec un strap à la tête et en fait c'est moi je lui ai ouvert le crâne sur une tête où on y allait tous les deux en fait. Et c'est de ma faute s'il a joué ce match avec la tête bandée. Avec ce coup franc sur le côté, tiré par Yacine Brahimi. Et puis au deuxième poteau, il y a Islam Slimani. Et là, il décolle très haut. Là, c'est Air Algérie. Là, quand on revoit les images, c'est Air Algérie. Il décolle au-dessus de tout le monde. Et ce but-là, pour moi, c'est un des buts les plus importants de l'histoire du football algérien, puisqu'il permet tout simplement à l'Algérie, pour la première fois de son histoire, de se qualifier en huitième de finale de la Coupe du Monde. On a tenu. Comme dit Islam, on est là. C'est l'excellente surprise. On peut même, voilà, ça fait huitième de finale contre l'Allemagne, mais ça se joue à rien pour que ce soit un quart, ce qui aurait été historique pour l'Algérie, historique pour le continent africain. Ouais, c'était les 2 premiers jours de Ramadan. Ouais. Il y en a qui ont fait, il y en a qui n'ont pas fait. Après, on était msefer, comme on dit, donc c'était chacun avec sa sensibilité par rapport à son corps aussi. Mais je pense pas que ça nous a fait défaut. Bon, on l'a vu à travers le match. Hein. On n'a pas senti, bon, peut-être Halish qui a eu des crampes à un moment, mais dans l'ensemble, tout le monde était au top, mentalement, physiquement. Vaïd, il nous a dit qu'on était capable de les gagner. Et on savait qu'on était capable de les gagner. On n'est pas passé loin de les gagner. Si ce jour-là, ils n'ont pas un gardien de but qui s'appelle Neuer et qui ne joue pas libéraux comme il a joué, on gagne, on passe. On joue 120 minutes. On les a fait trembler jusqu'au bout. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est eux. Hein. L'Algérie a été leur match le plus compliqué de leur mondial. Et ils sont champions du monde. Je me souviens aussi de Djabou qui avait couru dans les bras de Vaïd Halilhodžić également. Il y avait des belles images. C'était vraiment des très belles images. Et c'était vraiment une belle équipe d'Algérie. C'était Vaïd qui disait « J'ai jamais vu jouer un joueur en Algérie aussi fort que Djabou ». Mais par contre, sur le plan physique, il avait beaucoup de lacunes. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas... Il était très intéressant, mais on ne pouvait pas le faire commencer dès le début d'un match. Ça, je pense que personne ne sait. Les mois qui ont précédé la Coupe du Monde, il n'avait pas le droit de s'entraîner avec nous, avec le ballon. Parce que Vaïd ne le jugeait pas assez fort physiquement pour pouvoir tenir un match et jouer avec les titulaires. Il venait à Sidi Moussa pendant 15 jours, 3 semaines, il ne touchait pas un ballon, il faisait que courir. Préparation physique. Et c'est lui qui nous a portés contre la Russie, contre la Corée, contre l'Allemagne. Il a fait un super mondial. Coupe du Monde 2014 où j'ai des problèmes de blessure encore une fois. Donc des très bons moments, mais un goût d'inachevé. Mais on était aussi tellement fiers d'avoir fait ce parcours. On a eu tellement de gratitude et de reconnaissance de la part de tout le monde du football que c'est venu un petit peu apaiser la tristesse du résultat. On a été une fierté pour les pays arabes. Le plus important, c'est la fin. Quand tu arrêtes ta carrière, quand tu as des supporters qui
qui t'aiment, qui te rappellent des souvenirs, qui te respectent, et surtout pour nos parents. Un jour, des joueurs, par exemple des joueurs de l'équipe nationale disaient ça parle tout le temps des joueurs de 82 et nous, ils ne parlent pas de nous. Une fois, j'ai pris un joueur, tu veux que les gens parlent de toi, essaye de faire mieux que ce qu'a fait l'équipe de 82. Les gens ils vont parler de toi. Et quand ils ont passé en deuxième tour, j'étais content pour eux. J'ai dit voilà, ils vont parler de vous.